Mesdames, Messieurs, le premier numéro de Initiative pour le compte de 2020, je le fais avec des jumeaux béninois, ils sont africains, en tout cas des jeunes entrepreneurs africains, les Twins d'Osuyovo, sûrement que vous les connaissez. Grâce et gloire d'Osuyovo, bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Alors, j'arrive pas vraiment à savoir comment les introduire de façon différente, ils ont des traits non distinctifs. Celui que je décide d'appeler le numéro 1 a les lèvres un peu plus charnues, l'un me semble plus basané que l'autre. Ils ont toujours tout fait ensemble, m'ont-ils dit. Pas une envie malsaine, outre mesure, d'embrouiller la terre, mais ça ne marche que quand nous sommes deux. De producteurs d'artistes, d'anciens rappeurs, ils sont aujourd'hui des hommes de lettres, professeurs, m'ont-ils dit. Ils restent très aventuriers, ils revendiquent leur indépendance et aiment bien enquiquiner la terre entière. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Initiative. Nous allons à la découverte de deux jeunes entrepreneurs africains qui ont un rêve pour la culture de leur pays et de leur continent. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Grâce d'Osuyovo. Je suis professeur de français, web communicateur et co-gérant de la structure Twins Corporate. Je m'appelle Gloire d'Osuyovo. Je suis professeur de français et web communicateur entre guillemets influenceur. Racontez-nous l'histoire de Twins Corporate et par conséquent l'histoire des Twins d'Osuyovo. L'histoire des Twins d'Osuyovo, elle est assez longue, mais je vais la résumer. On a eu un parcours scolaire semblable. Après le bac, on a fait lettres modernes sur le campus, on a notre maîtrise et tout ça. Et juste après ça, on a jonglé quelques formations. C'est de cette formation, formation de moderniste qu'on est devenu professeur de français dans les lycées et collèges à Cotonou. Mais on est à la base du genre pas envie trop de rester dans un seul carcan en fait, ou même pas envie de travailler sous le joug de quelqu'un. On a eu envie à un certain moment de sortir de notre carcan. On s'est donné à la musique, on est passionné de musique à la base et tout ça. Donc avec le temps, on a commencé par réfléchir à quoi faire de nouveau pour apporter quelque chose. Parce qu'on a été chanteur, on a laissé le chant et tout ça. Et après, on a joué le rôle de producteur avec certains artistes de la place et tout ça. Ça a marché pendant un temps, mais bon, les artistes, ils sont ce qu'ils sont. On a laissé ça également. Et finalement, on a eu la chance, grâce à un ami, de connaître le digital. Donc, c'est grâce à cet ami qui nous a, en griffe, coaché et motivé à aller vers la chose qu'on a commencé à nourrir des stratégies pour se donner une petite image sur le net. Comment ça s'est fait? On a décidé de procéder par la critique, d'utiliser la critique pour arriver à nos fins, avoir une petite image et commencer actuellement à devenir promoteur ou bien faire de la promotion d'artistes et de produits. Vous êtes aussi entrepreneur. Absolument. Oui. Pourquoi entreprendre? Entreprendre, ça part d'abord d'un désir d'indépendance, de ne pas subir le dictat d'un directeur ou d'un président et tout. Donc, il y a l'envie soi-même en fait de s'autogérer. Après, c'est l'envie d'apporter un plus dans un domaine spécifique que soi-même on maîtrise. Et après, c'est surtout de se faire du cash. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans le monde entrepreneuriat en Afrique? C'est difficile de faire la démarcation parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Nous, particulièrement, nous avons une agence de communication digitale
Ce que nous apportons, c'est la différence entre les autres agences digitales qui existent en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous nous spécialisons plus dans le domaine de la culture. Et quand on parle de culture, en plus, c'est encore très vaste. Donc, nous essayons de plus nous spécialiser dans le domaine de la musique urbaine, de tout ce qui a rapport avec le hip-hop, le rap, le R&B, en fait tout ce qui a rapport avec la nouvelle tendance en fait de la musique. Mais au-delà de ça, la méthode en fait utilisée pour pouvoir faire passer le message, parce que étant agent de communication digitale, il faut faire de la promotion, il faut au-delà de tout informer aussi les gens en fait sur les évolutions du milieu qui nous concerne à nous particulièrement. Donc la méthode que nous utilisons n'est pas commune en fait. Nous passons parfois par la critique, nous passons parfois par des tacles. Nous passons parfois aussi par des clashs en fait pour pouvoir faire passer le message, pour pouvoir susciter l'intérêt en fait de la masse vers en fait cette musique. Et après ça, bon, ça permet aussi d'amener de la masse, mais au-delà de la masse, c'est que ça permet de montrer à la plupart des gens en fait, parce que nous intervenons dans un domaine où la plupart des gens pensent que quand il s'agit de musique cubaine, quand il s'agit de rap, quand il s'agit de hip-hop, c'est un domaine réservé à des délinquants, à des choses qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de contenu, alors que 80-90% de ceux qui font vraiment du rap, qui excellent dans ce milieu, sont des gens qui sont bien lettrés, qui sont allés à l'école et tout. C'est un désir d'indépendance, c'est un désir de liberté qui les a peut-être amenés à ça. Donc, nous faisons dans du tacle pour pouvoir amener le regard de ceux qui pensent en fait que ça ne va pas. Et après, quand ils sont là, on leur montre maintenant que oui, dans ce milieu-là, on peut faire beaucoup et on peut se faire de l'argent. Alors, vous avez parlé de critiques, de tacles et autres. Est-ce que aujourd'hui, parce que nous sommes en Afrique et précisément au Bénin, est-ce que ça paye? Est-ce que ça répond à la sociologie de chez nous? Est-ce que vous ne vous faites pas détester inutilement, voire bêtement? Dans la sociologie du Béninois, on a plus tendance à avoir de la sympathie pour celui qui est marginalisé. On a plus tendance à avoir pitié de celui qui est victimisé. Donc, dès lors que je prends un exemple, je me mets à critiquer, à mal parler, ou bon, pas à mal parler, mais dans la mesure possible, à dévaloriser en fait le travail d'un artiste. Vous verrez bien une masse de personnes qui vont descendre, qui directement vont tomber sur toi pour te dire, mais merde, toi, est-ce que jamais tu es allé en studio? Est-ce que tu sais le travail qu'on fait pour pouvoir faire une chanson et tout et tout? Donc, ça amène une masse donnée vers la personne. Mais après, toi, personnellement, en tant que communicateur, en utilisant cette stratégie, tu te forges une armure pour pouvoir accueillir toutes les attaques possibles. Donc, vous faites de la manipulation. Après, c'est que, oui, ça nous crée des ennemis, on ne peut pas refuser ça. C'est le travail qui le demande et puis c'est la stratégie que nous-mêmes, on a accepté d'utiliser pour pouvoir faire notre travail. Est-ce que c'est bon pour l'aspect rentabilité du business? Absolument. C'est très bon, en fait, parce que il faut d'abord, pour pouvoir parler rentabiliser, il faut faire des preuves, il faut donner des preuves. Il faut donner l'exemple par l'action. Et dès lors que tu fais ça pour deux personnes, simplement, sans rien demander en retour, et que finalement, ces personnes remarquent que ouais, ce que ces gars ont fait, ça va donner une certaine notoriété, d'autres personnes vont venir. Et quand ces personnes vont venir, tu monnaies tes services contre de l'argent, tu monnaies tes services contre quelque chose. Voilà. De la stratégie de Twins Corporate, on a parlé tout à l'heure des tacles et des critiques et tout, mais vous avez dit qu'il n'y a pas que ça. Oui, lui c'est trop accentué sur les tacles et ces histoires. Non, mais on est gentil, hein. On est très gentil à la base. Et attention, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que nos critiques, généralement, ne sont pas aussi décalées que ça, en fait. C'est vrai que c'est décalé. Ça a son côté légèrement décalé qui touche. L'important, quand on veut vendre l'important quand on veut vendre un produit, c'est de créer de l'émotion.
Nous voulons vendre un produit. Donc, nous créerons de l'émotion. Et ce pourquoi on a adopté cette stratégie à la base, c'était quoi? C'était que quand on est venu en fin 2017, début 2018 sur les réseaux sociaux, les artistes étaient dans un carcan de « Ok, on se soutient, on se soutient, on se soutient ». Il y avait de l'hypocrisie. Il y avait des œuvres qui sortaient qui n'avaient pas la chose, en fait, parce que la musique, c'est des normes. Vous voyez, la musique, c'est des normes. Et il y avait des artistes qui sortaient carrément de ces normes. Et il fallait quand même en parler. Il fallait appeler l'attention. Il fallait attirer l'attention dessus. Mais personne en ce temps n'osait le dire. Pourquoi? Parce que certains artistes avaient la côte. Et voilà, on ne voulait pas frustrer ou bien on avait peur de ceci, des représailles, de ceci. Non, on s'est dit, mais non. Nous, on n'est pas du milieu. On n'a rien à craindre. Parce que vous n'allez jamais entendre, ça peut peut-être arriver, vous n'allez jamais entendre qu'on devienne artiste, un jour, voilà, les jumeaux devenir artistes et tout ça. Encore et, que vous l'avez encore qu'on l'a été par le passé. Donc on s'est dit, merde, ok, utilisons cette stratégie. Je me rappelle très bien de la première publication qu'on a faite, il s'agissait de la sortie du Tok Bayeton, le premier son du Tok Bayeton, et Nemi Mondo. On a fait une série de publications sur Tok Bayeton. Et ça a été formidable. C'était un soir, on a commencé à 21h, mais de 21h à 22h, le flux était formidable. Le flux était formidable parce que notre ami, que je salue au passage, Ghislain Kodjo, qui est web marketeur à Digital à Paris, notre ami, il nous avait montré comment, sur les statistiques, sur les réseaux sociaux et tout ça, mais le flux était formidable. On s'est dit, mais merde, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose avec. Et c'est de là qu'on a continué, on a continué à relever les failles de la musique, à trouver, à chercher la petite pique, la petite erreur. On relevait même les petites fautes d'orthographe ou bien de vocabulaire, de diction qu'il avait. Et voilà. Mais au fur et à mesure, il fallait également que nous aussi on se perfectionne dans ce qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas oser parler de... C'est vrai qu'on a fait de la musique et tout ça, mais on ne peut pas oser parler de musique si nous-mêmes, on n'en connaît pas les codes. Donc, aujourd'hui, le net offre toutes les opportunités pour pouvoir apprendre, d'accord, apprendre dans le domaine que tu veux. Quel est votre avis sur la politique culturelle de nos États africains francophones, surtout, et du Bénin en particulier? Je ne me permettrai pas de donner un avis général sur la culture. Mais au Bénin, je parlerai personnellement du milieu dans lequel j'interviens, des artistes. La politique qui s'y mène. Je trouve qu'il y a un flou qui ne dit pas son nom par rapport à comment est géré d'abord les droits des artistes. Il n'y a pas une structuration digne du nom par rapport au cheminement suivi par les œuvres produites par les artistes. Du coup, les artistes ne vivent pas de la musique. Les artistes sont obligés d'attendre d'éventuels concerts, d'attendre d'éventuels showcases pour pouvoir avoir le peu. Du coup, tu vois des artistes que beaucoup de personnes adultes, mais quand avec un niveau de vie qui déplorable, d'accord. On devait pouvoir mettre en place des structures, s'inspirer des pays un peu. Je prends juste l'exemple de la France avec le SACEM, avec un certain nombre de structures qui permettent de régulariser la chose. Aujourd'hui, il y a un vent qui souffle chez les jeunes aujourd'hui où on veut vendre de la musique parce que le digital a pris de la place. On veut vendre de la musique sur le digital. Mais vendre de la musique sur le digital, ça doit être codifié. Il doit avoir des règles, il doit avoir des lois par rapport à ça, de sorte à ce que même la retransmission sur télévision ou sur, comment est-ce qu'on appelle, dans les clubs et autres, doit être soumise à des tarifs pour que l'artiste soit rentable, pour que l'artiste puisse vivre. Aujourd'hui, ce genre de politique n'est pas encore mené. On est dans du surplace. Les gens sont conscients de ce qui se passe, mais je trouve qu'il n'y a pas encore, disons, l'audace nécessaire, en fait. Est-ce que vous pensez que la responsabilité, elle est étatique ou c'est au niveau des acteurs culturels? Je pense que la responsabilité est à la fois étatique et au niveau des acteurs culturels. Pourquoi étatique? Parce que on suppose que nos dirigeants veulent le bien-être de toute la population en général et de ce secteur-là en particulier. Donc, ils doivent s'inspirer des modèles qui marchent et de les adapter à nos réalités. À part ça, c'est aussi un problème au niveau des acteurs culturels. Les acteurs culturels, il y en a de différentes catégories. Il y a d'abord les artistes qui, dans le milieu dans lequel on est, manquent
cruellement de solidarité. Parce qu'il y en a qui ont les idées, mais il y en a qui sont proches des instances décisionnelles, mais qui bloquent. Ou bien parce que je ne suis pas de ta région, ou bien je ne fais pas je suis pas dans le même genre de musique que toi, parce qu'aujourd'hui on catégorise la musique. On se dit, il y a la musique urbaine, il y a la musique dite populaire et tout. Donc je ne suis pas dans le même genre de musique que toi. Je ne peux pas soutenir ces personnes. Du coup, aujourd'hui, quand on parle de musique urbaine, particulièrement les gens de la musique urbaine ont peur même d'aller vers les fonds, vers les instances qui allouent des fonds aux artistes. Maintenant, je vais parler des acteurs culturels qui sont un peu plus évolués, ceux qui coordonnent le tout. Je me dis qu'il n'y a pas un vrai lobby mis en place pour pouvoir attirer la masse, alors que c'est la jeunesse en fait. Est-ce qu'il y a de politique culturelle au Bénin? C'est difficile de parler de cette histoire parce que dans le milieu où on est, peut-être qu'il y a une politique culturelle pour les artistes de la musique traditionnelle et populaire. Mais dans la musique urbaine, notamment dans le domaine du hip-hop, il n'y a pas de politique. Alors que la majeure partie des artistes aujourd'hui, lorsqu'on doit quantifier le taux d'artistes qu'on a aujourd'hui dans la musique urbaine, on est suffisamment nombreux. Et c'est la tranche c'est la tranche des jeunes, en fait. La tranche des jeunes, c'est l'avenir, en fait. Et personne, à part quelques actions menées par ce gouvernement à travers ce que le ministre Omeki a fait récemment et tout ça, personne n'ose créer ou bien apporter de la plus-value à ce qui est fait, apporter un plus à ce qui est fait. C'est là que c'est un peu déplorable. Nos jeunes artistes, les artistes de la musique urbaine, n'ont aucun soutien carrément. Ils se défendent eux-mêmes. Et quand il n'y a pas de concert, il n'y a pas de showcase, il n'y a pas d'invitation et tout ça, ils ont cette petite période de gap où ils se défendent, ils sont obligés de passer à autre chose. Ils ne sont pas concentrés sur ce travail, parce que la musique, c'est un travail, c'est une vraie carrière qu'il faut suivre avec le temps. Maintenant, la faute n'est pas seulement étatique, mais la faute également, c'est également dans notre secteur-là. On est nombreux à rêver gros pour la musique urbaine. On est nombreux à savoir ce qu'il faut faire. Mais derrière ça, il faut les moyens. Il faut les moyens. Et cet aspect, c'est un aspect très important que je veux soulever. On n'a pas de mécène culturel qui croit réellement à la musique urbaine. Nous sommes en pleine mode d'identité ou bien en pleine valorisation de l'identité africaine et tout. Donc, tout est axé promotion des valeurs culturelles et tout, identitaires et tout. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous faites dans le protectionnisme africain? C'est un débat que dans la mesure du possible, nous on évite de mener ce débat parce que oui, il faut protéger, il faut valoriser l'identité africaine, mais oui, il faut savoir la valoriser en sauvant d'abord ce qui est. Parce que aujourd'hui, le jeune, il n'a pas besoin que tu lui dises chante la musique de chez nous, danse la danse de chez nous. Il n'a pas besoin de ça. Parce que dès que tu lui imposes ça, nous savons tous que nous avons tous un caractère fougueux. À un moment donné, on veut se révolutionner, on veut se rebeller plutôt, et puis aller contre les normes. Il faut y aller de façon stratégique. Il faut, de façon stratégique, les amener à accepter petit à petit que oui, à un moment donné de notre histoire, on n'a pas su prendre en compte nos valeurs et qu'il faut aller vers cela. D'accord? Donc, c'est un débat, c'est une méthode, c'est un combat de longue haleine et qu'il ne faut pas mener de la façon la plus directe. Ce n'est pas un combat à faire à faire sur le coup. Donc nous, de notre côté, oui, parfois quand on entend certaines chansons, parfois quand on reçoit certaines chansons, parce qu'on en reçoit une tonne chaque semaine, parfois quand on les reçoit, on appelle les artistes pour leur dire, mais tu aurais pu mettre un talk drum africain là, tu aurais pu mettre des castanets dedans, tu aurais pu mettre un gond dedans pour que ça puisse changer. Et la plupart du temps,
au-delà du travail du critique, on fait depuis un certain moment, on fait de la promotion des artistes. Donc, quand les artistes veulent faire sortir des sons, déjà, depuis le studio, les gens nous appellent, ou bien ils font des enregistrements depuis le studio qui nous envoient la version brute, et on l'écoute, et on leur donne nos avis par rapport à ça. Et dans une certaine mesure, on fait tout possible pour impliquer un peu le côté africain dedans. Vous savez, en arriver là, arriver à donner de la couleur africaine aux œuvres aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. Ça va venir. Surtout au Bénin. Dans la sous-région, ça se fait déjà. Je me rappelle, on a eu une discussion, Gloire et moi, tout récemment, où on parlait de la musique urbaine au Nigeria et au Kenya. Parce qu'on a découvert un artiste kenyan récemment, on a écouté sa musique. Ça avait une couleur particulière. Il y avait ce petit truc qui était différent du hip-hop conventionnel, du hip-hop américain, du hip-hop français, que tout le monde a tenté de copier. Vous voyez? Donc, on s'est dit, mais merde, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à cela au Bénin? Pourquoi est-ce que les artistes béninois, parce qu'on est dans du hip-hop, les rappeurs béninois n'arrivent pas à amener une autre sonorité dans ce qu'ils font, d'accord, de cette couleur dans ce qu'ils font. Mais finalement, on s'est dit, c'est parce que beaucoup d'artistes ne travaillent pas. Beaucoup d'artistes ne veulent pas innover, ils veulent faire du suivisme, comme on le fait aujourd'hui au Bénin. Les artistes béninois suivent ce qui se fait au Nigeria, on copie le style nigérien, tout ça. Nous, on veut en arriver là. Mais pour arriver là, c'est qu'il faut faire un gros travail derrière. Et ce ne sont pas forcément les artistes qu'il faut convaincre, mais les en griffe, les petits décideurs, notamment les ingénieurs de son, le manager. Déjà, tout doit parler de la production, en fait, de la direction artistique. Il faut qu'on donne une nouvelle couleur à la direction artistique. Et avant d'arriver là, c'est un gros travail derrière, parce qu'aujourd'hui, ils suivent tous l'argent. Tunes Corporate existe depuis au moins 3 ans. 3 ans. Quelles sont les projections pour l'avenir? Là, c'est. Pas de ça, Gloire, Gloire a dit. C'est bon, je blague. Cette année, à court terme, Tunes Corporate va, à pour objectif de s'étendre légèrement, c'est-à-dire recruter du personnel. C'est vrai qu'on travaille déjà avec certaines personnes, mais l'objectif actuellement, c'est recruter du personnel pour pouvoir se soulager de certaines tâches à nous aussi, histoire de penser à autre chose. Cette année, on a des voyages prévus dans la sous-région. Donc, on a, tout ce qu'on va entrer dans une phase de formation bientôt, parce qu'il y a certaines personnes qui nous écrivent de la sous-région, de l'extérieur, de partout, pour nous demander comment est-ce que vous êtes arrivé là, est-ce que vous pouvez venir au moins nous parler de... Voilà, donc on est en train de prévoir des formations ici, au Bénin, et dans la sous-région également. Mais on est fidèle à notre objectif. Notre objectif à long terme, c'est de finir avec Tunes Corporate, finir avec la phase de... comment appelle-t-on, d'entreprise, d'agence, de médias numériques, d'accord, et passer à autre chose carrément. C'est pas qu'on va laisser l'agence numérique, non. C'est pour cela qu'on est dans la phase de recrutement de personnel. On va, avec le temps, laisser la main à certaines personnes, rester derrière et diriger, d'accord, et passer à autre chose. En tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, quel est votre message à la jeunesse africaine? J'ai envie d'être, comment est-ce qu'on dit, direct, vulgaire, pas de chichi autour. J'ai juste envie de dire à la jeunesse, cherchez de l'argent. Cherchez de l'argent, cherchez le mieux-être, cherchez, comme le dirait l'autre, à faire tout possible pour qu'on appelle vos enfants gosses de riches. C'est ça d'abord la motivation première en fait que tous les jeunes doivent avoir. Le parcours scolaire, oui, mais le parcours scolaire ne nous conditionne pas la richesse. Il faut soi-même être prêt à mettre sa main dans la crasse pour pouvoir sortir du tréfonds de soi cette lumière-là que Dieu a donnée à tout le monde pour en faire quelque chose de très grand en fait. L'exemple, le conseil plutôt, c'est d'inciter les jeunes à
créer quelque chose pour eux-mêmes. D'accord? Mais au-delà de ça, créer de l'emploi, aider à créer de l'emploi, parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Deuxième chose, aider à créer de la richesse. Alors, Grace Doussouyovo, quel est votre message aujourd'hui à la jeunesse africaine? Entreprenez. 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 L'objectif de l'entrepreneuriat, quand si vous rêvez de devenir riche un jour, entreprenez. Mais si vous rêvez de vivre dans la pauvreté, dans la précarité, allez travailler pour quelqu'un.